à l'Assemblée nationale de constituer une commission, une mission parlementaire pour analyser ce phénomène-là. Pourquoi? Parce qu'une mission parlementaire, on peut appeler des juges, des magistrats, on peut appeler des philosophes, on peut appeler des personnes capables d'analyser et essayer de trouver pourquoi ce phénomène-là. Ça a toujours été refusé. Quand il s'agissait de faire une mission parlementaire pour la burqa, alors là, ils étaient tous parties prenantes, de droite comme de gauche. Mais quand il s'agit de faire une mission pour essayer de détecter les phénomènes, il n'y a plus personne pour écouter, il n'y a plus personne pour marcher. La première chose d'abord, c'est qu'il y ait une justice efficace, qu'elle ne pardonne pas des actes pareils. Qu'on ne pardonne pas. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on aille brûler une synagogue ou une église. Je ne serai jamais d'accord qu'on aille brûler une mosquée. Tous les musulmans honnêtes, sincères, n'accepteront jamais qu'on brûle une église ou une synagogue. Alors nous demandons le respect de notre religion. Tariq Ramadan, Abdellah Zekri, qui préside l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie, a parlé d'une augmentation en un an de 34%, statistiquement parlant, rien que pour les actes pour lesquels il y avait dépôt de plainte. Quel est votre sentiment par rapport à cette recrudescence? Écoutez, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'on est vraiment devant un phénomène qui s'amplifie, qui s'intensifie et qui se décline sous différents modes. Parce que ce que fait son organisation, comme un certain nombre d'organisations en France, comme d'ailleurs partout en Europe maintenant, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut institutionnaliser notre résistance en disant, attendez, nous sommes des citoyens, nous sommes français, nous sommes britanniques, nous sommes danois, nous sommes européens, nous sommes américains, on ne vous laissera pas faire. Il y a le droit et vous respectez les lieux de culte et vous respectez les espaces sacrés et vous respectez les pratiques. Donc il faut de ce point de vue-là se placer dans l'ordre du droit et faire ce qui est fait. Ça c'est une première attitude de résistance par rapport, et il l'a très très bien dit, à un certain silence de la classe politique parce que il fait bon parler de l'islam comme problème, il fait pas bon de se mettre du côté des musulmans pour trouver des solutions de droit. C'est-à-dire on parle tout le temps de l'état de droit, mais ça vous fait pas gagner des élections en gros. Soutenir une association contre l'islamophobie, vous n'allez pas gagner les prochaines élections, ni législatives, ni présidentielles. Donc en l'occurrence, ça fait pas vendre. Donc là, il faut se placer du point de vue du droit, et je pense que cette première démarche est importante. Là maintenant, après... Non, et à votre connaissance, dans les autres pays européens, il y a des structures similaires à cet observatoire? Bien sûr, il y a des structures très très importantes. On a un grand mouvement qui s'appelle CARE aux États-Unis qui recense exactement de la même façon tous les actes et qui va plus loin parce qu'il y a une deuxième étape. Il y a cette étape qui est l'attaque contre des cimetières, l'attaque contre des lieux de culte, puis ensuite il y a des choses qui tournent un tout petit peu plus subtiles, c'est-à-dire ce dont on parle véritablement quand on parle de discrimination, quand on parle de racisme, c'est la discrimination à l'habitat, c'est la discrimination à l'emploi, c'est la discrimination vis-à-vis des femmes comme vis-à-vis des hommes, parce qu'on a beau dire qu'il faut aujourd'hui respecter le droit des femmes, il se trouve quand même que quand vous êtes une femme, que vous êtes d'origine nord-africaine ou que vous êtes d'origine asiatique et qu'en plus vous êtes musulmane, ben vous vous trouvez en face de mur. Quand vous êtes un homme, la discrimination à l'emploi, ça n'est pas... vous pouvez parler français sans accent, mais si votre nom a un accent qui ne se décline pas dans votre voix, bien finalement vous n'avez ni l'appartement ni l'emploi. Il faut de ce point de vue-là vraiment aller plus loin. Et l'autre étape, elle est un vrai travail sur les discriminations structurelles, sur des choses qui sont absolument pas acceptables aujourd'hui dans une démocratie et qui se déclinent aujourd'hui. Ça n'est pas, il faut le dire, il faut le répéter, il faut que les gens nous l'entendent. C'est-à-dire que c'est pas facile de s'appeler Ahmad ou Abdallah quand on cherche un emploi. Ça n'est pas la même chose quand on est Fatima ou quand on est Zainab. Aujourd'hui, on a un vrai problème et on a ce discours populiste qui continue à faire de l'islam cette idée que finalement, quand vous êtes français et musulman, vous n'êtes pas complètement français. Et donc, on serait légitimé à vous traiter d'une façon qui n'est pas égalitaire. Tariq Ramadan, la tradition religieuse islamique apparaît comme un repoussoir. Et comment faire pour lutter contre ce fléau et ses déclinaisons et ses conséquences sur la vie de tous les jours? Moi, je ne cesse de dire à tous ceux que je rencontre, à tous les musulmans que je rencontre et aux citoyens en disant cessez d'être les objets de la perception d'autrui et devenez les sujets de votre propre histoire. Les sujets de sa propre histoire, c'est de s'engager socialement, à être présent, à montrer que finalement, quand on est une femme ou un homme de confession musulmane et qu'on est français, européen, eh ben, on est une
contribution. Moi, je suis pour qu'on dépasse complètement ce discours sur l'intégration qui continue à faire de l'islam une altérité, de dire on est pour la contribution. Aujourd'hui, c'est cette contribution. Donc il faut être partout et il faut être présent. Par exemple, il faut être présent dans les médias, il faut être présent dans les institutions scolaires. Il ne faut pas se penser en parallèle. Il faut être présent et riche au cœur de la cité, pas en parallèle de la cité, pas ailleurs. Ça, c'est une première démarche. Et l'autre démarche, c'est celle des institutions ou des organisations et des associations, c'est de dire, eh bien, vous savez, au bout du compte, l'égalité, c'est une lutte. L'égalité, on ne vous la donne pas sur un plateau. L'égalité, ça veut dire se battre pour qu'on soit respecté sur le marché de l'emploi, qu'on soit respecté. Donc, lutter sans violence pour le respect, se présenter avec respect pour la contribution. À ce stade, nous arrivons encore à Thomas Deltombe, cet analyste et ce journaliste qui, en composant son ouvrage « L'islam imaginaire », nous retrace les fondements de cet islam imaginaire. Et c'est un entretien réalisé toujours par Boualem Guélit. Regardez. Il y a, comme on peut appeler, une sorte de répertoire culturel, en Occident en général, en France en particulier, qui est lié à l'histoire très ancienne des croisades, l'histoire de la colonisation, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de l'immigration, et que tout ce passif culturel, finalement, est dans notre cerveau, est dans notre imaginaire. Et que donc c'est un travail vraiment très profond qu'il faut faire pour que des islamophobes militants ne puissent plus exploiter ce capital de haine. Ce qui est très problématique, je trouve, c'est que dans la société française, il n'y a pas cette conscience, notamment chez les non-musulmans, enfin en tout cas c'est très rare des non-musulmans qui ont conscience de ce problème, qui ont conscience que le racisme des années 70 a muté et que l'islam est devenu le canal de transmission et de propagation du racisme, qu'on peut appeler un néo-racisme, ou même dans les discours islamophobes, il y a un discours de classe aussi. C'est-à-dire, et d'ailleurs vous le voyez bien dans la façon dont on parle de la communauté musulmane. Si vous regardez bien à la télévision ou dans les magazines comment on parle de la communauté musulmane, vous vous apercevez qu'elle est toujours divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle les musulmans modérés et de l'autre côté ce qu'on appelle les islamistes. Or, si vous regardez bien, les musulmans modérés, c'est toujours des gens qui font finalement partie de la bourgeoisie. Toujours des gens qui sont relativement riches, très bien, souvent bien financés, qui ont des positions dominantes dans la société française, et c'est eux qu'on va appeler modérés. Par contre, les gens des classes populaires, ils vont jamais être considérés comme modérés. Ils vont toujours être soit considérés comme néfastes, soit être considérés comme des victimes faciles de l'islamisme. Or, c'est absolument faux. C'est un découpage complètement artificiel de la soi-disant communauté musulmane. Tariq Ramadan, votre réaction à ces deux idées forces, d'abord sur l'épithète modérée qu'on accole à certains musulmans, et aussi que le racisme serait plutôt de type économique. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que dit Thomas Deltombe ici. Il y a d'abord cette idée que, d'une part, la couverture médiatique, ce que l'on présente, cette façon finalement de présenter encore les musulmans, français de confession musulmane, selon deux catégories. Soit vous êtes modéré, soit vous êtes un radical ou vous êtes un fondamentaliste. Mais ça, c'est l'ancienne typologie coloniale. C'est-à-dire quand on arrivait dans un pays, il y avait les bons, puis il y avait les pas bons. Et les bons, c'est ceux qui nous résistaient pas, et puis les pas bons, ils nous résistaient. Cette attitude de la binarité de l'autre est une attitude d'abord paternaliste, coloniale, et surtout, elle n'est pas acceptable. L'islam est aussi complexe que l'est le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme. Il y a une diversité de tendances, et donc déjà, il faut de ce point de vue-là se rendre compte d'une chose. Et là, je pense qu'il soulève un point très très important, c'est le passif culturel. Ce que Jung appelait l'inconscient collectif fonctionne vraiment. C'est-à-dire, on a aujourd'hui un amassé des perceptions historiques qui font de l'islam cet autre, qui font de l'islam cette menace, et c'est là, c'est très très présent. Et donc on peut jouer de cela. C'est pour ça que beaucoup, très très souvent, le discours sur l'islam aujourd'hui devient très vite passionné, en particulier en France. Tout de suite, c'est passionné, mais pas seulement le discours sur l'islam, c'est aussi sur la religion en fait. Le discours religieux en France est passionné pour des questions historiques, beaucoup plus qu'il ne le serait par exemple aux États-Unis. Donc il faut tenir compte de cet élément historique. L'autre chose qu'il dit et qu'il met en évidence, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas tenir compte du fait que ce nouveau racisme aussi se conjugue à travers des catégories sociales. Et que très très souvent on a islamisé des questions strictement sociales. La question du chômage, la question de la fragilité sociale, de la marginalisation, de la violence sociale, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais c'est très facile d'islamiser le problème et puis d'instrumentaliser ceci en disant mais l'insécurité dans les banlieues, c'est simple.
c'est ces étrangers, ce sont ces musulmans qui nous colonisent. Tariq Ramadan, pour sortir aussi d'une logique de jérémiade, de victimisation, quels sont les manquements que les citoyens musulmans ont dû afficher à un moment ou à un autre? Je pense, comme vous, qu'il faut que nous sortions de l'attitude victimaire, sans que cela veuille dire que nous reconnaissions qu'il y a des victimes historiques. C'est-à-dire ceux qui sont venus d'Afrique du Nord pour travailler en France, ils ont quitté leur pays pour des questions difficiles, pour des situations sociales difficiles et économiques difficiles, et ils sont venus ici. Il faut reconnaître cette histoire-là. Ils sont aussi des victimes de cette histoire-là. Ils ont été aussi victimes. Maintenant, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, on ne peut pas, sur le ton du reproche historique permanent, dire « Ah ben, notre histoire explique nos défaillances actuelles ». À partir d'un certain moment, il faut se lever, il faut devenir effectivement des hommes et des femmes de conscience, et il faut faire le travail dont nous parlions tout à l'heure. Ça, c'est un point qui est important. Maintenant, il faut aussi mettre en évidence, comme citoyens européens, que l'un des plus grands dangers qui nous guettent, c'est pas simplement l'islamophobie comme nouveau phénomène, c'est le phénomène d'un nouveau populisme, dont l'islamophobie n'est qu'un seul terme de conjugaison. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui gagnent des élections en faisant peur, qui sont contre la liberté, qui ont des politiques liberticides, qui sont dans le recroquevillement identitaire, cette espèce de vision de soi à l'exclusion de tous les autres. Et puis, vous savez, juste une chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est que on a vu aujourd'hui des hommes et des femmes au nord de l'Afrique, au Moyen-Orient, qui se sont levés et qui disent exactement la même chose que nous disions tous ici. Tariq Ramadan, vous avez composé un ouvrage là-dessus, l'islam et le réveil arabe. Est-ce que les soubresauts, le réveil, les convulsions, parfois paroxystiques, de l'autre côté de la Méditerranée, constituent un atout pour une meilleure compréhension du fait islamique et pour un apaisement, ou c'est une crise qui est ouverte? Écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer encore au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. On est en train de voir des évolutions en Tunisie, on est en train de voir aussi des évolutions au Moyen-Orient. Par contre, ce que l'on a vu et que je mettais en évidence tout à l'heure, on a vu des peuples, des femmes et des hommes, et beaucoup de femmes d'ailleurs, qui se sont levés en disant nous ne voulons plus de dictateurs, nous ne voulons plus de corruption, nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie et la démocratisation de nos sociétés. Il faudra bien aussi qu'en Europe, tous ceux qui luttent contre l'islamophobie écoutent la voix des peuples du Sud et que nous soyons cohérents. Si nous voulons la démocratie pour nous-mêmes, il faut la démocratie aussi là-bas, mais il faut écouter ces peuples qui finalement nous disent « Mais non, nous ne sommes pas l'autre que vous rejetez, nous avons les mêmes aspirations. » Et que la seule chose qui peut aujourd'hui parfois nous mettre en opposition, c'est certains qui voudraient garder leurs privilèges et d'autres qui aimeraient pouvoir trouver leur dignité. Entre ceux qui cherchent leur dignité et ceux qui parfois veulent garder leurs privilèges, il y a possibilité de trouver des valeurs communes. Et ces valeurs sont celles de la dignité, celles de la liberté et celles de la justice. Essayons de garder ceci, mais cela veut dire qu'au-delà simplement du discours humanisme, vous savez, moi je suis assez opposé à l'idée de l'humanisme assis sur une chaise. L'humanisme, il est toujours militant. Il y a trop de forces qui oublient l'humanisme pour que les humanistes restent assis. Ils doivent être sur le terrain et se faire Tariq entendre. Ramadan, nous aurions souhaité poursuivre davantage cet entretien avec vous. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir. Je rappelle votre ouvrage, votre dernier livre, L'islam et le réveil arabe, aux presses du Châtelet. Le livre de Patrick Weil, Liberté, égalité, discrimination, au pluriel, l'identité nationale au regard de l'histoire, chez Grasset. Cet ouvrage de Shamsuddin Hafiz, De quoi Zemmour est devenu le nom, aux éditions du Moment, et l'ouvrage de Thomas Deltombe, que nous avons vu lors de l'émission, L'islam imaginaire. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. D'ores et déjà, bon dimanche à vous, excellente semaine, à très bientôt. Allah.